À Aix-les-Bains, en Savoie, en l'an 1887, Joséphine Dubois, une veuve de 26 ans marquée par une maternité sans la bénédiction du sacrement, coûte seule, tandis que la ville la condamne en silence. Les familles catholiques traditionnelles ferment leurs portes à la femme qui a élevé une fille née hors du mariage religieux, et chaque commande refusée est une humiliation de plus qu'elle endure avec dignité. Lorsqu'une tempête d'hiver amène à sa porte un homme gravement blessé, inconscient et ensanglanté, la décision de le cacher à la police qui le recherche change leur destin à tous les deux. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que cet étranger moribond portait un secret qui mettrait tout en péril et ouvrirait la possibilité d'un nouveau départ, impossible. Dites-moi dans les commentaires d'où vous suivez cette histoire et ce qui vous touche le plus dans un roman d'époque. Préparez-vous à un récit de nouveau départ impossible, d'amour construit sur des gestes silencieux et de courage face à la condamnation sociale, où une couturière veuve et un baron blessé découvriront que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans les titres qu'elle porte. La lumière matinale de juillet filtrait timidement à travers les fentes du volet en bois, charriant avec elle l'arôme humide de la montagne et l'odeur des pins qui descendaient des sommets savoyards. À l'intérieur de la modeste maison aux murs blanchis à la chaux, en périphérie du bourg, Joséphine Dubois ajustait la mèche de sa lampe à huile, même si le jour se levait, car la lumière naturelle n'était jamais suffisante pour le travail minutieux que ses mains exécutaient. Le son des aiguilles traversant le tissu de lin créait un rythme constant, presque médicinal, qui l'accompagnait depuis avant l'aube. Joséphine n'était pas une femme qui s'autorisait le luxe de l'apitoiement. Sa posture droite, assise à sa table de couture, la façon dont elle attachait ses cheveux châtains foncés en un chignon serré, la manière précise avec laquelle ses doigts tenaient l'aiguille, tout en elle communiquait une détermination silencieuse à ne pas plier devant les circonstances que la vie lui avait imposées. Son visage, aux traits délicats et à la peau légèrement marquée par le soleil du travail en plein air, lorsqu'elle étendait les tissus pour les faire sécher, irradiait une sérénité qui déconcertait ceux qui s'attendaient à y trouver de l'amertume. À 26 ans, son expression portait une maturité que des femmes de 10 ans, ses aînées, cherchaient encore à acquérir. La robe de coton bleu marine qu'elle portait était simple, mais impeccablement cousue, avec de petits détails qui révélaient son savoir-faire. Un fronçage parfait à la taille, des manches ajustées avec précision, un col qui restait structuré même après d'innombrables lavages. Joséphine croyait qu'une couturière qui ne s'habillait pas bien perdait sa crédibilité avant même de montrer son travail. Non qu'il y eut beaucoup d'occasions de le montrer. Les commandes qui arrivaient provenaient de commerçants, de petits fermiers et occasionnellement d'une famille moins rigide dans ses préjugés. Le bruit de pas légers dans la chambre voisine fit lever les yeux de Joséphine de sa broderie. Isabelle, sa fille de 3 ans, se réveillait. En quelques instants, la fillette apparut sur le seuil de la porte, ses boucles sombres en désordre, se frottant les yeux avec ses poings fermés. Elle avait les yeux de son père verts comme le feuillage des montagnes, et la même constitution frêle qui inquiétait constamment Joséphine pour sa santé. « Bonjour ma fleur » dit Joséphine en ouvrant les bras. Isabelle courut se blottir dans les bras de sa mère, avec la confiance de celle qui n'avait jamais connu le rejet entre ses murs. Joséphine la serra fort, inhalant l'odeur enfantine de sommeil et de savon de Marseille, et un instant s'autorisa à oublier que le monde extérieur la jugeait. Là, dans cette étreinte, n'existait que l'amour inconditionnel d'une mère et de sa fille. « Allons prendre le petit déjeuner, et ensuite maman doit finir cette broderie », expliqua Joséphine en désignant le mouchoir de lin sur la table. C'était une commande de Monsieur Durand, le propriétaire de la petite épicerie près de la place centrale, l'un des rares qui lui confiait encore du travail. La broderie représentait les initiales de la famille au point de passer plat, avec de délicates fleurs sauvages sur les bords. Tout en préparant le café au lait et en coupant des tranches de pain de campagne, Joséphine organisait mentalement les tâches de la journée. Finir la broderie, laver le linge, aller au marché acheter de la farine et des lentilles, recoudre l'accroc sur la jupe d'Isabelle, nettoyer la maison.
La routine était serrée, mais elle avait appris à trouver de la beauté dans la répétition, dans la sensation de contrôle que procurait le fait de savoir exactement ce que chaque jour apporterait. Son défunt mari, Thomas Müller, un protestant allemand qui avait travaillé comme charpentier sur le chantier du Grand Hôtel, était mort de la fièvre typhoïde 6 mois seulement après la naissance d'Isabelle. Il ne s'était jamais marié à l'Église catholique. Il avait refusé de renoncer à sa foi, et elle n'avait pas réussi à convaincre le curé local de célébrer une cérémonie mixte. Ils avaient vécu comme mari et femme aux yeux de la communauté protestante. Mais pour la société catholique d'Aix-les-Bains, Isabelle était née dans le péché et Joséphine portait la marque de l'immoralité. Au début, juste après la mort de Thomas, Joséphine avait tenté de rester intégrée aux cercles sociaux qu'elle fréquentait de son vivant. Mais les portes s'étaient fermées une à une, les invitations à prendre le thé avaient disparu. Les commandes de couture avaient été annulées avec des excuses vagues. Des regards de réprobation la suivaient lorsqu'elle marchait dans la rue principale. C'est alors qu'elle prit la décision qui définirait les années suivantes. Elle se retirerait en périphérie du bourg. Elle n'accepterait que le travail qui lui serait offert et élèverait Isabelle loin des jugements venimeux. La maison qu'elles occupaient était petite, 2 chambres, un séjour qui servait aussi de cuisine et d'atelier de couture, une cour avec un poulailler et un potager. Joséphine la louait à Monsieur Bernard, un veuf qui venait rarement réclamer le loyer et dont Joséphine soupçonnait qu'il éprouvait une certaine compassion pour sa situation. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était son refuge, le seul endroit où elle pouvait être simplement elle-même. Après le petit déjeuner, tandis qu'Isabelle jouait par terre avec des poupées de chiffon que Joséphine avait cousues avec des chutes de tissu, elle retourna à son ouvrage. Ses doigts se mouvaient avec la précision de quelqu'un qui avait exécuté ses gestes des milliers de fois. Point de passé plat, point arrière, point de tige, l'aiguille entrait et sortait du tissu, créant des dessins qui semblaient prendre vie. Joséphine avait appris à coudre avec sa mère, qui l'avait appris de sa grand-mère, une lignée de femmes qui transformaient le fil et le tissu en art. Mais il y avait des moments comme celui-ci où le silence de la maison pesait, des moments où Joséphine sentait la solitude s'infiltrer comme une brume froide, apportant avec elle des questions sans réponse. Isabelle grandirait-elle marquée par le stigmate qu'elle portait? Y aurait-il un avenir différent pour elle, au-delà de cette existence en marge? Joséphine secouait la tête, chassant les pensées sombres. Il ne servait à rien de spéculer. Ce qui importait, c'était le présent, le travail de ses mains, la survie digne. Dehors, les nuages commençaient à s'amonceler au-dessus des montagnes. Joséphine reconnaissait les signes. Une tempête d'hiver approchait. Il faudrait qu'elle rentre le linge de l'étendage avant que la pluie n'arrive, qu'elle ferme bien les fenêtres, qu'elle vérifie s'il y avait des fuites dans le toit. C'étaient les petites préoccupations qui remplissaient ses journées, les tâches concrètes qui l'empêchaient de sombrer dans la mélancolie. Ce que Joséphine n'imaginait pas, tandis que ses doigts travaillaient la broderie et qu'Isabelle fredonnait une chanson enfantine, c'est que cette tempête apporterait bien plus que de la pluie et du vent. Elle apporterait un homme blessé, un secret dangereux et la possibilité d'une transformation qu'elle n'avait jamais osé rêver. La tempête arriva à la tombée de la nuit, avec la fureur caractéristique des fronts froids qui descendaient des montagnes. Le vent hurlait entre les interstices de la maison, secouant violemment les fenêtres, et la pluie tombait en rideaux denses qui rendaient impossible de voir à plus de quelques mètres. Joséphine avait allumé la lampe et préparé une soupe de légumes pour le dîner, essayant de calmer Isabelle, qui était effrayée par les coups de tonnerre qui résonnaient comme des canons dans les montagnes. « Ce n'est que du bruit, ma fleur, » disait Joséphine, tenant la fillette dans ses bras. « Demain, le soleil reviendra et tout sera de nouveau joli. » Elle s'apprêtait à mettre Isabelle au lit quand elle entendit un son différent. Ce n'était pas le tonnerre, ni le vent. Cela ressemblait à un gémissement étouffé venant de l'extérieur. Joséphine hésita, pensant que c'était peut-être son imagination, mais le son se répéta, plus clair cette fois. Quelqu'un était dehors, dans la tempête. Contre tous ses instincts de survie,
Joséphine prit une couverture de laine, se couvrit la tête et ouvrit la porte d'entrée. La bourrasque faillit la renverser. La pluie glaciale lui trempa instantanément le visage. Elle leva la lampe, essayant de voir à travers l'obscurité. C'est là qu'elle le vit. À quelques mètres de la porte effondrée dans la boue, il y avait un homme. Il était à plat ventre, complètement trempé, avec des vêtements qui, même déchirés et souillés, révélaient une qualité inhabituelle. Une flaque sombre s'étendait autour de lui, et Joséphine réalisa avec horreur que c'était du sang, dilué par la pluie, mais indubitable. « Monsieur, vous m'entendez » Joséphine courut vers lui, s'agenouillant dans la boue. Elle le retourna avec précaution et, à la lumière vacillante de la lampe, vit un visage masculin aux traits marqués, la peau pâle, des cheveux blonds foncés collés sur son front, une barbe naissante qui ne dissimulait pas une ossature aristocratique. Il était inconscient, mais sa respiration était superficielle et irrégulière. Joséphine regarda autour d'elle, essayant de décider quoi faire. L'homme était grand, certainement plus d'1,80 m, et elle n'aurait pas la force de le porter seule, mais elle ne pouvait pas le laisser là. Il mourrait de froid et d'hémorragie avant le lever du jour. « Isabelle !» appela-t-elle en rentrant précipitamment dans la maison. « Ma chérie, maman a besoin que tu sois très courageuse et que tu restes ici bien sagement pendant que j'aide quelqu'un dehors. Tu peux faire ça pour moi ?» La fillette, effrayée mais confiante en sa mère, hocha la tête. Joséphine prit toutes les couvertures qu'elle avait, retourna auprès de l'homme blessé et commença à le tirer. C'était un effort presque surhumain. Chaque demi-mètre gagné, elle devait s'arrêter pour reprendre son souffle. La boue rendait tout plus difficile, et la pluie continuait de s'abattre sans pitié. Quand elle réussit enfin à le faire entrer et à fermer la porte, Joséphine était épuisée, trempée et tremblante. Mais il n'y avait pas de temps pour se reposer. L'homme était gravement blessé. Elle pouvait maintenant voir, à la meilleure lumière de l'intérieur, une entaille profonde à l'épaule gauche et ce qui semblait être un sérieux coup à la tête, d'où le sang s'écoulait. Avec le sens pratique né de la nécessité, Joséphine commença à le déshabiller de ses vêtements trempés. Sous le manteau de laine fine, il y avait un gilet de brocart brodé, une chemise de lin blanc, maintenant tachée de rouge, un pantalon à la coupe impeccable. Ce n'étaient pas les vêtements d'un homme ordinaire, les coutures, les tissus, la qualité. Joséphine reconnaissait un travail européen de grande qualité quand elle en voyait. Qui était cet homme et qu'est-ce qui l'avait amené, blessé de la sorte, aux abords d'Aix-les-Bains par une nuit de tempête? Joséphine fit chauffer de l'eau, déchira un de ses propres draps pour faire des bandages et commença à nettoyer les blessures. L'entaille à l'épaule était profonde, mais nette. Elle semblait avoir été faite par une lame aiguisée. Le coup à la tête l'inquiétait davantage. Elle appliqua des compresses froides pour contenir l'enflure, puis des bandages serrés pour arrêter le saignement. L'homme gémissait de temps en temps, mais ne reprenait pas connaissance. Joséphine le couvrit avec les couvertures qu'elle avait, le plaça près du poêle à bois qui irradiait encore de la chaleur, et pria pour qu'il ne développe pas de fièvre. Isabelle observait tout de loin, les yeux écarquillés. « Il va guérir, maman. On va s'occuper de lui, ma fleur. Et avec l'aide de Dieu, oui, il guérira, » répondit Joséphine sans aucune certitude. Elle passa toute la nuit en vigile, changeant les compresses, vérifiant la fièvre, observant la respiration irrégulière qui, peu à peu, devenait plus stable. Tout en travaillant, elle examina plus attentivement les vêtements de l'homme. Dans la doublure déchirée du manteau, elle trouva quelque chose de brodé, un blason avec des aigles et des montagnes, si délicatement exécuté que cela ne pouvait être que l'œuvre d'artisans spécialisés. La peur commença à s'installer dans la poitrine de Joséphine. Cet homme n'était pas ce qu'il semblait être, c'était clair. Mais alors, qui était-il? Un criminel fuyant la police, un aristocrate impliqué dans quelques scandales, et, plus important encore, en le sauvant se mettait-elle, elle et Isabelle, en danger? Tandis que la tempête faisait rage dehors et que l'inconnu restait inconscient dans son séjour, Joséphine Dubois prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. Elle ne livrerait pas cet étranger blessé aux autorités,
Du moins, pas avant de comprendre qui il était et pourquoi quelqu'un avait voulu le tuer. Dans la poche de son gilet, elle trouva un mouchoir en soie avec les mêmes initiales brodées que sur le blason. LFVE. Un nom commençant par L, rien de plus. Elle plia soigneusement le mouchoir et le rangea. S'il survivait jusqu'à l'aube, il aurait de nombreuses questions auxquelles répondre. L'aube apporta un silence étrange. La tempête était passée, laissant derrière elle un ciel dégagé et une odeur de terre mouillée. Joséphine s'était assoupie sur sa chaise à côté de l'homme blessé et se réveilla en sursaut en entendant frapper à la porte. Son cœur s'emballa. Elle regarda l'inconnu, toujours inconscient sur le sol de son séjour, puis la porte. Les coups se répétèrent, plus insistants. « Madame Dubois, vous allez bien? J'ai vu votre fenêtre allumée toute la nuit. » C'était la voix de Monsieur Durand, le propriétaire de l'épicerie. Joséphine respira, soulagée, mais la peur ne disparut pas complètement. Elle devait agir vite. « Un instant, Monsieur Durand, » répondit-elle, entraînant rapidement un paravent en bambou qui se trouvait normalement dans la chambre et en le positionnant de manière à cacher l'homme blessé à la vue de quiconque serait à la porte. Elle n'entr'ouvrit que d'une fente. Monsieur Durand, un homme d'âge mûr, au ventre proéminent et à l'expression bienveillante, tenait un parapluie encore dégoulinant. « Excusez-moi de vous déranger si tôt, mais avec la tempête d'hier, je me suis inquiété. La maison a bien tenu ?»« Oui, monsieur Durand, merci de vous en soucier. Juste quelques fuites, rien de grave. » L'homme acquiesça, mais ses yeux tentaient de voir au-delà d'elle, à l'intérieur de la maison. « J'ai entendu dire que la police recherche un homme, un étranger dangereux, qui aurait dévalisé une bijouterie à Lyon et se serait enfui dans les montagnes. On a dit aux gens de rester sur leur garde. » Joséphine sentit sa bouche s'assécher. « Je vois. Merci pour l'avertissement. Vous allez bien vraiment? Vous avez l'air fatigué. J'ai passé la nuit à m'inquiéter de la tempête. C'est tout. Isabelle a eu peur du tonnerre. » Monsieur Durand parut enfin satisfait. « Bon, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Et la broderie est prête? » « Oui, elle l'est. Je vous l'apporterai dans la journée. » Après son départ, Joséphine s'adossa à la porte fermée, le cœur battant toujours la chamade. Un étranger dangereux, un voleur. Était-ce cet homme? Elle regarda la silhouette inconsciente derrière le paravent. Les vêtements de qualité supérieure, le blason brodé, les mains qui, même blessées, étaient clairement celles de quelqu'un qui ne travaillait pas avec des outils lourds. Rien en lui ne suggérait un criminel ordinaire. Mais la police le cherchait. Et si quelqu'un le trouvait là, dans sa maison, une veuve déjà marginalisée par la société cachant un fugitif, ce serait sa ruine complète. La voix de la raison lui disait d'appeler les autorités immédiatement, livrer l'homme, se laver les mains du problème, retourner à sa vie modeste, mais plus sûre. Mais lorsque Joséphine regarda de nouveau son visage, la pâleur extrême, les lèvres sèches, la vulnérabilité absolue de ce grand corps, réduit à néant par la maladie et les blessures, quelque chose dans sa poitrine se serra. Elle connaissait cette sensation. C'était la même qu'elle avait ressentie en tenant Isabelle, nouveau-née, dans ses bras, sachant que le monde serait cruel avec elle, mais décidant qu'à l'intérieur de sa maison, au moins, il y aurait une protection. C'est alors que ses yeux s'ouvrirent, pas complètement, juste une fente révélant des iris d'un bleu profond, presque violet, qui se fixèrent sur elle avec un mélange de confusion et de douleur. Il essaya de parler, mais seul un son rauque sortit de sa gorge. « Ne bougez pas, » dit doucement Joséphine en s'agenouillant à côté de lui. « Vous êtes gravement blessé, vous devez vous reposer. » Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de faire le point. Sa main droite se déplaça instinctivement vers son épaule bandée et il gémit de douleur. « Oh, béni !» Les mots sortirent en allemand, faibles et confus. Joséphine sentit un frisson. L'allemand, comme Thomas. Elle comprenait quelques mots de base que son mari lui avait enseignés. « Vous êtes à Aix-les-Bains. Je vous ai trouvé blessé dans la tempête. » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement et elle y vit de la peur. Une peur authentique, du genre qui ne se feint pas.
Il tenta de se lever, mais l'effort fut trop grand, et il retomba. Sa respiration s'accéléra. « La police, il... » murmura-t-il en français maintenant, avec un fort accent. « Ils vous cherchent, » compléta Joséphine. « Ils ont dit que vous étiez un voleur. » Une expression entre le désespoir et l'ironie passa sur son visage. « Non, je ne le suis pas. » Il ferma les yeux, se concentrant pour former les mots. « Mon nom. Léo. Juste Léo. »« Léo, » répéta Joséphine. « Et que vous est-il arrivé, Léo ?» Mais ses yeux s'étaient déjà refermés, la conscience le fuyant à nouveau. Joséphine resta là à l'observer, sachant qu'elle était à la croisée des chemins. Elle pouvait encore appeler les autorités, ou elle pouvait faire quelque chose qui défiait toute logique et toute prudence. Elle regarda Isabelle, qui observait tout de loin, puis l'homme qui s'était présenté simplement comme Léo. Elle pensa à Thomas, mort sans recevoir les derniers sacrements, pour avoir osé aimer quelqu'un d'une foi différente. Elle pensa à elle-même, condamnée pour avoir élevé une fille née hors du sacrement catholique, et prit sa décision. « Vous restez, » dit-elle à voix basse, même en sachant qu'il ne pouvait pas l'entendre, « jusqu'à ce que vous soyez rétablis, et jusqu'à ce que je découvre qui vous êtes vraiment. » Joséphine Dubois, couturière veuve marginalisée par la société d'Aix-les-Bains, venait de prendre un risque qui pourrait tout lui coûter. Mais pour la première fois depuis des années, depuis la mort de Thomas, elle sentit qu'elle choisissait quelque chose par elle-même, qu'elle n'était pas simplement poussée par les circonstances, mais qu'elle prenait une décision active, même si elle était dangereuse. Elle tira le paravent pour mieux le positionner, créant un espace caché où Léo pourrait se rétablir à l'abri des regards curieux. Puis, elle alla à la fenêtre et ferma les rideaux. Tandis que le soleil du matin illuminait Aix-les-Bains au dehors, à l'intérieur de cette modeste maison commençait une histoire qui allait changer deux vies pour toujours. Les premiers jours furent une pure question de survie. Léo allait et venait entre conscience et inconscience, murmurant des mots en allemand et en français qui avaient rarement un sens. La fièvre arriva la deuxième nuit, une fièvre haute et violente qui fit craindre à Joséphine pour sa vie. Elle passa des heures à appliquer des compresses froides, à le forcer à boire de l'eau quand il était un tant soit peu conscient, à changer les pansements qui devenaient trempés de sueur. Isabelle observait tout avec les yeux écarquillés d'une enfant qui ne comprenait pas encore tout le danger, mais sentait la tension dans l'air. Joséphine essayait de l'occuper avec des jeux et des histoires, mais la fillette percevait que sa mère ne dormait presque pas, qu'il y avait un étranger dans la maison, que quelque chose d'important se passait. Le troisième jour, alors que Joséphine commençait à envisager sérieusement d'appeler un médecin, quelles qu'en soient les conséquences, la fièvre tomba. Léo ouvrit les yeux tôt le matin et, pour la première fois, son regard était clair, concentré. « De l'eau » dit-il d'une voix rauque. Joséphine se hâta de lui apporter un verre. Il but avec avidité, et elle dut le soutenir pour qu'il ne s'étouffe pas. « Doucement » lui conseilla-t-elle. Quand il eut fini, il se renversa sur les coussins qu'elle avait empilés, regardant autour de lui pour la première fois avec une réelle conscience. Ses yeux parcoururent la modeste pièce, la table de couture, les tissus suspendus, la petite cuisine au fond, le paravent qui le cachait de la fenêtre principale. « Combien de temps ?» demanda-t-il. « 3 jours depuis que je vous ai trouvé. Vous avez eu une forte fièvre. J'ai cru que vous alliez mourir. » Léo passa une main sur son visage, sentant sa barbe pousser. « Désolé pour le dérangement. » C'était une phrase étrangement formelle, compte tenu des circonstances. Joséphine s'assit sur la chaise à côté de lui, l'étudiant. À la lumière du jour, alors que la pâleur maladive laissait place à une teinte plus saine, elle pouvait mieux voir ses traits. C'était un bel homme, d'une manière non conventionnelle. Il n'avait pas la beauté évidente des jeunes gens du pays, mais il y avait quelque chose dans la structure de son visage, dans la façon dont ses yeux bleus contrastaient avec ses cheveux blonds foncés, dans la ligne forte de sa mâchoire qui captivait le regard. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle directement. « Et ne me dites pas seulement « Léo ». J'ai vu le blason sur vos vêtements. J'ai vu la qualité des tissus.
Vous n'êtes pas un voleur ordinaire, si tant est que vous en soyez un. Léo ferma les yeux un long moment. Quand il les rouvrit, une profonde tristesse s'y lisait. Je ne suis pas un voleur, mais je ne peux pas non plus vous dire qui je suis. Pas encore. Ce serait trop dangereux pour vous et pour l'enfant. Ma fille, corrigea Joséphine, elle s'appelle Isabelle, et nous sommes déjà en danger, car la police vous recherche et vous êtes caché dans ma maison. Alors je pense que je mérite un peu de vérité. Il l'étudia en silence, et Joséphine eut l'étrange sensation d'être évaluée, pesée sur une balance invisible. Finalement, Léo acquiesça. « Je suis un négociant allemand, comme vous avez dû le deviner à mon accent. Je suis venu en France pour des affaires de tissu fin, mais je me suis retrouvé mêlé à quelque chose que je n'aurais pas dû. Des gens puissants, des trahisons, un attentat. » Il toucha son épaule blessée. « J'ai réussi à m'enfuir, mais ils m'ont suivi. C'est là que la tempête est arrivée, et je ne me souviens de rien d'autre jusqu'à mon réveil ici. » Joséphine absorba l'histoire. Elle sonnait partiellement vraie, assez pour être crédible, mais omettait clairement des détails cruciaux. Mais elle comprenait. Les secrets étaient une monnaie précieuse, surtout pour quelqu'un en fuite. Et l'histoire du vol de la bijouterie, un mensonge, pour me retrouver, pour que des gens ordinaires comme vous me livrent à la police, pensant faire ce qui est juste. Et je devrais le faire. Les yeux de Léo rencontrèrent les siens, et il y avait en eux une sincérité qui la désarma. Vous devriez. Ce serait le plus sensé. Je suis un étranger, un fugitif. Vous avez une fille à protéger. Je ne vous en voudrais pas si vous appeliez les autorités maintenant. » Joséphine resta silencieuse un long moment. Puis elle se leva et alla à sa table de couture. Elle prit le mouchoir de soie brodé qu'elle avait trouvé dans sa poche et revint le lui tendre. « LFVE, dit-elle. Ce n'est pas seulement Léo, n'est-ce pas ?» Il prit le mouchoir, ses doigts traçant les initiales brodées avec un soin presque révérencieux. « Léopold Friedrich von Eisenberg est mon nom complet. Mais s'il vous plaît, appelez-moi simplement Léo. Le reste appartient à une vie qui n'existe peut-être plus. » Il y avait tant de douleur dans cette phrase que Joséphine sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Elle reconnaissait cette sensation, la douleur de tout perdre, de voir une vie s'effondrer, de devoir se réinventer sur les cendres de ce qui fut. « Très bien, Léo, » dit-elle doucement. « Vous pouvez rester jusqu'à ce que vous soyez rétabli, mais vous devrez aider. Je ne peux pas subvenir aux besoins d'une autre personne sans travail supplémentaire, et vous devrez rester caché. Si quelqu'un apprend qu'un homme vit ici avec moi... » Elle ne termina pas la phrase. Tous deux savaient ce que la société d'Aix-les-Bains en penserait. « Je comprends, et je vous suis reconnaissant plus que je ne saurais l'exprimer. » Joséphine essaya de ne pas trop penser à ce qu'elle venait de faire. Elle s'était engagée à cacher un fugitif, à risquer sa réputation déjà entachée, à mettre potentiellement Isabelle en danger. Mais en regardant cet homme, Léopold Friedrich von Eisenberg, qui demandait à être appelé simplement Léo, elle ne pouvait pas le regretter. Pas encore. Les semaines qui suivirent créèrent une routine étrange mais fonctionnelle. Léo restait caché pendant la journée, principalement dans la chambre du fond que Joséphine lui avait attribuée, ou derrière le paravent lorsqu'il devait être dans le séjour. Elle fermait les volets, gardait les rideaux tirés et demandait à Isabelle de ne jamais mentionner « l'homme dont maman s'occupe » lorsqu'elle était dehors. À mesure que ses forces revenaient, Léo insista pour se rendre utile. C'est là que Joséphine découvrit sa première surprise. Il savait coudre. « J'ai appris quand j'étais enfant », expliqua-t-il, tenant une aiguille avec une dextérité surprenante. Ma mère croyait que tout le monde devait connaître des métiers pratiques, quelle que soit sa position. Et j'ai toujours été fasciné par les tissus. » Joséphine l'observa, tandis qu'il examinait une coupe de soie qu'elle avait achetée pour faire une robe de soirée commandée par Madame Olivier, l'une des rares clientes qui la sollicitaient encore. « C'est du crêpe de Chine français, » dit Léo, passant ses doigts sur le tissu avec une connaissance évidente. « De Lyon, si je ne me trompe. »
Voyez la façon dont il reflète la lumière. C'est le poids parfait pour une robe d'été. Et cette couleur, ce bleu pétrole, sera magnifique sur une femme à la peau claire. Joséphine resta bouche bée. Comment savez-vous tout cela? Les affaires de tissu, vous vous souvenez? Il sourit pour la première fois depuis son arrivée, un petit sourire, presque triste, mais qui transforma complètement son visage. J'ai passé des années à étudier le tissage, la broderie, l'importation. C'est ce que je faisais avant que tout ne s'effondre. À partir de ce jour, Léo devint son assistant non officiel. Il ne pouvait pas sortir ni être vu, mais il pouvait aider avec les coutures, les broderies et même suggérer des modifications au modèle que Joséphine créait. Et il avait un talent authentique. Ses grandes mains masculines maniaient l'aiguille avec une précision surprenante. Et il connaissait des points que Joséphine n'avait jamais vus. Ceci est du point de Venise, expliqua-t-il un après-midi, lui montrant une technique de broderie complexe. Et ceci du point florentin. Ils sont anciens, utilisés dans les cours européennes depuis des siècles. Joséphine observait, fascinée, apprenant des techniques qui élevaient son propre travail à un nouveau niveau. Les robes qu'ils créaient ensemble, elle coupant et cousant, lui brodant des détails élaborés, commencèrent à attirer l'attention. Madame Olivier fut si impressionnée par sa robe de soie qu'elle recommanda Joséphine à ses amis. Les soirées étaient le moment où ils conversaient vraiment. Après qu'Isabelle se soit endormie, Joséphine et Léo s'asseyaient à la table de la cuisine en buvant du thé. Et peu à peu, les histoires émergeaient. Léo parla de sa terre natale, un petit royaume dans les Alpes appelé Valdonia, dont Joséphine n'avait jamais entendu parler. Il décrivit des montagnes couvertes de neige, d'anciens châteaux, des traditions remontant à des siècles. Mais il y avait toujours des lacunes dans ses récits, des moments où il s'arrêtait brusquement, comme s'il en avait trop dit. Joséphine, à son tour, parla de Thomas, de la façon dont ils étaient tombés amoureux malgré leurs différences religieuses, du bref bonheur qu'ils avaient reconnu, de la douleur de le perdre si tôt. « Il était bon, » dit-elle un soir, les yeux fixés sur sa tasse de thé. « Gentil, travailleur. Il ne méritait pas de mourir si jeune. Et Isabelle, elle ne mérite pas de grandir sans père, marquée par un péché qu'elle n'a pas commis. Le péché n'est pas le sien, dit Léo fermement. Il est celui de la société qui la juge. Un enfant né de l'amour ne peut être un péché, indépendamment des bénédictions des prêtres. La façon dont il dit cela, avec une telle conviction, fit que Joséphine le regarda différemment. Il y avait une profondeur chez cet homme, une compréhension de l'injustice qui venait de l'expérience personnelle. « Vous aussi, vous avez perdu quelqu'un, » dit-elle. Ce n'était pas une question. Léo resta silencieux si longtemps que Joséphine crut qu'il n'allait pas répondre. Puis, d'une voix basse et contrôlée, il parla. « J'ai perdu la femme que j'aimais. Pas de maladie, mais de violence, un attentat. Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. À cause de moi. » Ses mains tremblaient autour de sa tasse. J'aurais dû mourir ce jour-là. Pas elle. Joséphine tendit la main et toucha la sienne. Elle ne dit rien. Il n'y avait pas de mots adéquats pour ce genre de douleur. Mais le contact en disait assez. Je comprends. Je sais aussi ce que c'est que de tout perdre. Les doigts de Léo s'entrelacèrent avec les siens. Et ils restèrent ainsi de longues minutes, deux survivants de tragédies personnelles trouvant un réconfort silencieux dans la présence de l'autre. C'est à ce moment que quelque chose changea entre eux. Ce n'était pas encore de l'amour, c'était trop tôt, trop complexe. Mais c'était une connexion, une compréhension, la base sur laquelle quelque chose de plus profond pourrait grandir. Isabelle, avec la perception des jeunes enfants, commença à accepter Léo comme faisant partie de la routine. Elle l'appelait « Monsieur Léo » et adorait quand il lui racontait des histoires de terres lointaines et de barons dans des châteaux. Joséphine observait leurs interactions, le cœur serré, la manière douce dont Léo traitait la fillette, sa patience face à ses questions interminables, le sourire sincère qui apparaissait quand Isabelle riait.
Un mois après avoir trouvé Léo, Joséphine réalisa que sa vie avait changé de manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Il y avait quelqu'un avec qui partager les fardeaux quotidiens, quelqu'un qui comprenait ses peines, quelqu'un dont la présence rendait cette modeste maison moins solitaire. Mais elle savait aussi que c'était temporaire. Léo se rétablissait, il serait bientôt assez fort pour partir. Et quand il partirait, il emporterait avec lui cette sensation nouvelle et effrayante qui grandissait dans la poitrine de Joséphine, quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer, mais qu'elle reconnaissait avec une terrible clarté. Elle commençait à tenir à lui, profondément. 2 mois s'étaient écoulés depuis la nuit de la tempête. Léo était complètement rétabli, sa force restaurée, ses blessures réduites à des cicatrices qui disparaîtraient bientôt. Il aurait dû partir. Tous deux le savaient. Mais jour après jour, il trouvait des raisons de rester un peu plus longtemps. Il y avait une robe importante à finir, une broderie complexe que Joséphine ne pourrait pas faire seule, une nouvelle commande qui nécessitait ses techniques européennes. C'étaient des excuses, et tous deux le savaient, mais aucun ne le mentionnait. La vraie raison pour laquelle Léo ne partait pas était plus simple et plus compliquée. Il ne voulait pas partir. Là, dans cette modeste maison aux abords d'Aix-les-Bains, cachée du monde, il avait trouvé quelque chose qu'il ne savait pas qu'il cherchait, la paix, un but, et peut-être, juste peut-être, la possibilité d'un nouveau départ. Joséphine ressentait la même chose, bien qu'elle luttât contre ce sentiment. S'autoriser à éprouver quelque chose pour Léo était dangereux à tous les niveaux. Émotionnel, social, pratique. Il était un fugitif au passé mystérieux. Elle était une veuve, déjà marginalisée. Que pouvait naître de cela, sinon plus de douleur? Mais le cœur obéit rarement à la raison. Ce fut un après-midi de septembre que tout changea. Joséphine était allée au marché central, acheter du fil et quelques provisions, laissant Léo et Isabelle à la maison. Il apprenait à la fillette à faire une broderie simple, et ils riaient ensemble quand elle était partie. Au marché, tandis qu'elle choisissait des bobines de fil, elle entendit une voix qu'elle ne connaissait que trop bien. « Madame Dubois, quelle surprise de vous trouver ici !» Elle se retourna et vit le baron Auguste de Valois. C'était un homme d'une 40aine d'années, avec des moustaches bien taillées et des vêtements qui proclamaient sa richesse. Un propriétaire terrien, importateur de tissus fins, et prétendant éconduit de Joséphine depuis plus d'1 an. « Baron Auguste », salua-t-elle avec une politesse froide. « Comme le temps passe, sans que nous nous parlions, dit-il en s'approchant plus que de raison. J'ai entendu dire que votre travail s'est considérablement amélioré. Des broderies plus élaborées, des techniques européennes. Comment une simple couturière a-t-elle développé de telles compétences ? Il y avait quelque chose dans sa façon de dire cela, un ton de suspicion insinuante qui noua l'estomac de Joséphine. « J'étudie, baron, j'achète des revues de mode, j'apprends seul. » Il prit une des robes que Joséphine avait apportées pour la livrer à une cliente. Il examina la broderie avec un œil d'expert. « Ceci est du point de Venise authentique, et ici, du point florentin. Des techniques difficiles à maîtriser sans guide personnel. Je dirais presque qu'il y a une main européenne dans ce travail. » Le cœur de Joséphine s'emballa, mais elle garda une expression neutre. « Vous êtes flatteur, mais c'est bien mon travail. » Bien sûr, Auguste rendit la robe, mais ses yeux restèrent fixés sur elle. « Vous savez, j'ai entendu des choses intéressantes sur un étranger qui aurait été vu aux abords de la ville, grand, blond, parlant avec un accent allemand, blessé possiblement. La police le cherche toujours, bien que les recherches aient diminué. » Joséphine se força à soutenir son regard. « Je n'ai connaissance d'aucun étranger, baron. »« Non ? Quel dommage !» Il se pencha plus près, baissant la voix. « Parce que si je savais que quelqu'un cachait un fugitif, surtout un fugitif de valeur, il pourrait y avoir une récompense significative. Ou, alternativement, des problèmes significatifs pour celui ou celle qui choisirait de protéger une telle personne. » C'était une menace à peine voilée. Joséphine sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle releva le menton. « Comme je l'ai dit, je ne sais rien. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser,
j'ai des courses à faire. » Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse répondre, mais sentit les yeux d'Auguste brûler dans son dos tout le long du chemin. Quand elle rentra à la maison, elle trouva Léo et Isabelle en train de rire de quelque chose, la fillette tenant une broderie de travers, mais fière dans ses mains. La scène était si domestique, si douce, que le cœur de Joséphine se serra. « Nous devons parler, » dit-elle. Le ton de sa voix mit immédiatement Léo en alerte. Après avoir envoyé Isabelle jouer dans sa chambre, Joséphine raconta sa rencontre avec Auguste. Léo écouta en silence, son expression s'assombrissant progressivement. « Il se doute de quelque chose, » conclut Joséphine. « Il n'est pas sûr, mais il a des soupçons, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'enquête davantage, ou pire, qu'il ne répande des rumeurs. » Léo se passa les mains sur le visage. « J'aurais dû partir il y a des semaines. Je vous ai mise en danger, exactement ce que j'avais promis de ne pas faire. Vous ne m'avez forcé à rien. C'est moi qui ai choisi de vous cacher. Mais maintenant, vous êtes menacée à cause de ce choix. Joséphine, si cet homme découvre qui je suis vraiment... » Il s'arrêta, luttant clairement avec quelque chose. « Qui vous êtes vraiment ?» demanda doucement Joséphine. « Léo, cela fait 2 mois. Je vous confie ma vie, la vie d'Isabelle. Ne pensez-vous pas que je mérite de connaître toute la vérité ?» Léo resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il n'allait pas répondre. Puis, d'une voix basse mais ferme, il commença à parler. « Mon nom complet est Léopold Friedrich von Eisenberg. Je suis le baron héritier de Valdonia, un petit royaume dans les Alpes. Je suis venu en France en mission diplomatique, accompagné de ma fiancée, la princesse Marguerite. Nous étions à Lyon pour négocier des traités commerciaux, mais des factions s'opposaient à ces traités, croyant que je vendais Valdonia à des intérêts étrangers. » Sa voix trembla. « Ils ont organisé un attentat. Marguerite est morte. J'ai survécu, mais j'ai été blessé. Je me suis enfui parce que je ne savais pas à qui faire confiance. La conspiration venait de l'intérieur même de la délégation diplomatique. Je suis venu dans les montagnes, essayant de disparaître jusqu'à ce que je sache qui étaient mes ennemis. Et c'est là que la tempête m'a amené à vous. » Joséphine absorba l'information en un silence choqué. Un baron. Léo était un vrai baron, l'héritier d'un trône. « Et maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Maintenant, si ce baron Auguste découvre qui je suis et en informe les mauvaises autorités, ou pire, les conspirateurs, nous serons tous en danger. Pas seulement moi, mais vous et Isabelle aussi. Car ceux qui ont tenté de me tuer n'hésiteront pas à éliminer les témoins. » La gravité de la situation tomba sur Joséphine comme une pierre. Elle ne cachait pas seulement un fugitif, elle était impliquée dans des conspirations internationales, des assassinats politiques, des intrigues qui dépassaient de loin sa compréhension. « Alors vous devez partir, » dit-elle, bien que les mots lui déchirent quelque chose à l'intérieur. « Aujourd'hui, maintenant, je ne peux pas vous laisser sans protection. Si Auguste a déjà des soupçons, partir maintenant ne ferait que confirmer ses doutes. Il viendrait vous trouver, exigerait des réponses. Alors, que faisons-nous » Léo la regarda, et il y avait dans ses yeux bleus une intensité qui la transperça. « Nous devons être plus malins que lui. Nous devons nous assurer que même s'il découvre la vérité, il ne pourra pas l'utiliser contre nous. » Comment? Je ne sais pas encore. Mais nous trouverons ensemble. À cet instant, avec le danger qui les entourait et l'avenir incertain, Joséphine réalisa quelque chose qu'elle ne pouvait plus nier. Elle aimait cet homme. Elle aimait Léopold Friedrich von Eisenberg, baron d'un royaume lointain qu'elle n'avait jamais vu. Et aussi impossible, aussi dangereux que cela puisse être, cet amour était réel. À l'expression sur le visage de Léo, quand il la regarda, Joséphine sut qu'il ressentait la même chose. Les jours suivants furent d'une tension croissante. Auguste commença à apparaître plus fréquemment aux mêmes endroits que Joséphine, toujours avec des questions voilées, l'observant toujours de ses yeux calculateurs. Elle savait qu'il enquêtait, qu'il rassemblait des informations.
Léo suggéra de rester complètement caché, mais cela aussi éveillerait les soupçons. Après tout, le travail de Joséphine s'était visiblement amélioré avec son aide. Disparaître serait comme admettre que quelque chose avait changé. « Nous avons besoin d'un plan », dit Léo un soir, alors qu'ils travaillaient ensemble sur une robe commandée. « S'ils découvrent la vérité, nous devons être prêts. » Prêts comment? J'ai des contacts au consulat allemand, à Lyon. Si je pouvais leur faire passer un message, peut-être... Trop risqué, l'interrompit Joséphine. Tout message peut être intercepté. C'était vrai, et tous deux le savaient. Ils étaient dans une sorte d'impasse. Ils ne pouvaient pas agir sans se révéler, mais ne pas agir, c'était attendre le coup d'Auguste. La réponse vint de là où ils l'attendaient le moins, d'Isabelle. La fillette, qui observait bien plus que les adultes ne le réalisaient, commença à poser des questions. Pourquoi cet homme à moustache regarde maman avec un air méchant? Pourquoi monsieur Léo ne peut pas sortir? Quand est-ce qu'il partira? Ce fut la dernière question qui transperça le cœur de Joséphine. Tu veux que monsieur Léo parte? Isabelle secoua la tête avec véhémence. Non, je veux qu'il reste pour toujours. Je veux qu'il soit mon papa. Un silence absolu tomba sur la pièce. Léo était présent, il avait tout entendu. Joséphine vit des larmes se former dans ses yeux. Un homme qui avait caché tant d'émotions, finalement brisé par la sincérité d'une enfant de 3 ans. « Isabelle, ma chérie !» commença Joséphine, mais Léo s'agenouilla devant la fillette. « Je resterai, petite, dit-il d'une voix rauque. Si je le pouvais, je resterais. Mais c'est compliqué. Il y a des gens qui ne veulent pas que je reste. L'homme à moustache, c'est lui le problème? Oui. Isabelle fronça les sourcils, réfléchissant avec le sérieux de quelqu'un qui fait face à un grand puzzle. Alors, il faut qu'on le fasse arrêter. La simplicité de cette observation fit tilt dans l'esprit de Joséphine. Isabelle avait raison. Il pensait de manière défensive, en réaction à Auguste. Et s'il prenait l'initiative? Léo, dit-elle lentement, une idée se formant. Auguste veut quelque chose. Il a toujours voulu quelque chose de moi. Quoi? M'épouser, ou du moins avoir le contrôle sur moi. Il est obsédé. Et les hommes obsédés commettent des erreurs. Léo comprit immédiatement. Vous voulez l'utiliser contre lui-même? Oui. S'il pense pouvoir me faire chanter avec votre secret, nous allons faire en sorte qu'il révèle ses véritables intentions publiquement. Faire en sorte que la société qu'il prise tant voit qui il est vraiment. C'était risqué, potentiellement désastreux, mais c'était aussi la première idée proactive qu'ils avaient. Dans les jours qui suivirent, Joséphine monta soigneusement le piège. Elle se laissa voir davantage en public, toujours aux heures où elle savait qu'Auguste serait dans les parages. Elle feignait la distraction, l'inquiétude, le genre de comportement qu'un prédateur reconnaîtrait comme de la vulnérabilité. Cela fonctionna. Une semaine plus tard, Auguste se présenta chez elle. Il était midi, une heure à laquelle il n'y aurait normalement pas de visite. Léo était caché dans la chambre du fond, comme prévu. « Baron Auguste », dit Joséphine, sans l'inviter à entrer. « En quoi puis-je vous aider? Nous devons parler, Joséphine. » Il utilisa son prénom sans titre, une familiarité qu'elle détestait. « À propos de votre situation. » Je n'ai aucune situation. Oh, mais si! Il força le passage pour entrer dans la maison, et Joséphine le laissa faire. Tout faisait partie du plan. Voyez-vous, j'ai fait quelques recherches. J'ai découvert des choses intéressantes sur un certain baron valdonien disparu, et sur combien certains gouvernements paieraient pour des informations sur sa localisation. Joséphine sentit un frisson, mais garda une voix ferme. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vraiment? Auguste se promena dans la pièce, ses yeux tombant sur les tissus, les ouvrages de couture. Il prit un mouchoir brodé, pas celui de Léo, mais un autre avec des motifs similaires. Cette broderie est européenne authentique, valdonienne, si je ne m'abuse. Curieux pour une couturière française qui prétend n'avoir jamais eu d'aide. J'ai appris dans les livres. Menteuse! Le mot sortit avec venin. Vous le cachez et je vais le prouver. Et quand je l'aurai prouvé, vous aurez 2 choix,
m'épouser et je garderai le silence. Ou refuser, et vous voir tous les deux arrêtés. Vous, pour avoir caché un fugitif. Lui, pour être qui il est. C'était exactement ce qu'ils attendaient, Auguste révélant ses véritables intentions. Mais Joséphine avait besoin de plus. Elle avait besoin qu'il soit spécifique, qu'il s'incrimine complètement. Et si je ne sais pas où il est? Auguste sourit, un sourire cruel. Alors je fouillerai, cette maison n'est pas grande. Et quand je le trouverai, non seulement je le livrerai aux autorités, mais je m'assurerai que tout le monde sache que vous, une veuve à la réputation déjà douteuse, abritiez un homme seul depuis des mois. Votre vie à Aix-les-Bains sera terminée et Isabelle grandira marquée comme la fille d'une femme immorale. La menace contre Isabelle était allée trop loin. Joséphine sentit la colère flamber en elle, mais elle se contrôla. Ce n'était pas encore le moment. « Combien » demanda-t-elle. « Combien espérez-vous recevoir en livrant le baron » Auguste s'arrêta, réalisant son erreur. Elle avait admis connaître l'existence du baron, confirmé qu'elle savait que Léo était caché. Mais il avait aussi révélé sa motivation. L'argent ne vous regarde pas. Si, car si vous comptez me faire chanter, je veux savoir combien je vaux. La porte de la chambre du fond s'ouvrit. Léo sortit, pleinement visible. Sa posture était royale et autoritaire, quelque chose qu'il n'avait pas montré depuis des mois. 5000 livres sterling, dit Léo d'une voix froide. C'est ce que le gouvernement valdonien offre pour des informations sur ma localisation. Non pas pour m'aider, mais pour m'éliminer discrètement avant que la situation ne devienne un scandale international. Auguste pâlit, puis devint rouge de colère et de triomphe simultané. Alors c'est vrai, vous êtes le baron. Je le suis. Et vous, baron, venez d'avouer votre intention de me vendre à des assassins en échange d'argent, ce qui, si je ne m'abuse, est une trahison non seulement envers un invité diplomatique, mais aussi contre les lois françaises d'hospitalité envers les réfugiés politiques. Personne ne croira à la parole d'un fugitif. Peut-être pas, mais ils croiront la mienne. La voix venait de la porte. Joséphine se retourna et vit Monsieur Durand, accompagné du père Michel de l'église locale et de 3 autres hommes respectables de la communauté. Ils avaient tous entendu l'aveu d'Auguste. Le plan avait fonctionné. Joséphine avait envoyé Isabelle chez Monsieur Durand plus tôt avec un message simple. « Maman a besoin de témoins honnêtes à la maison à 14 heures. C'est urgent. » Le vieux commerçant, qui avait toujours été gentil avec elle, avait amené les personnes les plus respectées qu'il avait pu réunir en peu de temps. Auguste regarda autour de lui, réalisant qu'il était piégé. « Vous ne comprenez pas. Cet homme est dangereux. Il est recherché. Pour une fausse accusation de vol qui n'a jamais existé, dit le père Michel d'une voix ferme. J'ai déjà enquêté, baron. Aucun vol de bijouterie n'a été enregistré. Toute cette histoire a été fabriquée par quelqu'un qui cherchait le baron. Et maintenant, nous savons qui. Il est caché depuis des mois avec elle, une veuve seule. Ce n'est pas scandaleux, ça? Ce qui est scandaleux, monsieur Durand, dit calmement. C'est un homme qui utilise sa position et son pouvoir pour faire chanter une femme veuve et menacer une enfant innocente. Ça, baron, c'est le vrai scandale. Auguste comprit qu'il avait perdu. Il tenta de sortir avec une once de dignité, mais sa réputation était détruite. Dans les jours qui suivirent, les témoins répandirent l'histoire de sa tentative d'extorsion. Ses contrats commerciaux furent annulés. Les familles qui le recevaient lui fermèrent leurs portes. En une semaine, Auguste de Valois quitta Aix-les-Bains en pleine disgrâce. Mais la victoire sur Auguste avait créé un nouveau problème. Maintenant, tout le monde savait que Léo était un baron caché. Et bien que la communauté locale le protégeât par gratitude pour la manière dont Auguste avait été démasqué, il ne faudrait pas longtemps avant que la nouvelle n'arrive aux mauvaises oreilles. L'aube se leva, froide, sur Aix-les-Bains. À l'intérieur de la maison de Joséphine, Léo rassemblait ses quelques affaires. Il était temps de partir. Tous deux le savaient. Son identité étant désormais publiquement révélée, rester mettait Joséphine et Isabelle en danger permanent.
Vous n'êtes pas obligé de partir, dit Joséphine, bien qu'elle sût que c'était un mensonge. Si, et vous le savez. Léo se tourna vers elle, et il y avait dans ses yeux une douleur profonde. Joséphine, c'est moi, ici, ont été les plus heureux que j'ai connus depuis la mort de Marguerite. Peut-être même plus heureux, car ici, j'ai appris quelque chose que je n'ai jamais su à la cour. Quoi donc? Que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans les titres ou la richesse, mais dans le courage de vivre avec dignité, même quand le monde entier vous condamne. C'est vous qui me l'avez appris, vous et Isabelle. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Joséphine, sans honte. Alors restez, renoncez au trône, restez avec nous. Nous pouvons travailler ensemble, construire quelque chose de réel ici. Vous savez que ce n'est pas si simple. Il y a des responsabilités, des devoirs, des gens en Valdonia qui dépendent de moi. Et qu'en est-il de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez? Léo l'attira dans une étreinte désespérée. « Je vous aime, murmura-t-il dans ses cheveux. Je vous aime, vous et Isabelle, plus que je ne pensais être capable d'aimer à nouveau. Mais c'est précisément parce que je vous aime que je ne peux pas vous mettre en danger permanent. Mes ennemis n'auront de cesse tant que je vivrai. » Ils restèrent ainsi de longues minutes, enlacés, sachant que c'était un adieu. C'est alors que des coups urgents à la porte les séparèrent. Joséphine ouvrit et trouva M. Durand, essoufflé. « Des soldats, du consulat allemand et valdonien. Ils arrivent par ici. » Le cœur de Joséphine se serra. Le moment qu'il redoutait était arrivé. Les autorités avaient trouvé Léo. Quelques minutes plus tard, la maison était encerclée. Ils n'étaient pas nombreux, juste 6 soldats, mais ils étaient armés et avaient des ordres clairs. Un officier se présenta comme le capitaine Werner de la garde valdonienne. « Votre Altesse, » dit-il en s'inclinant formellement devant Léo, « c'est avec soulagement que nous vous retrouvons vivant. Nous avons ordre de vous ramener en sécurité en Valdonia. »« Ordre de qui ?» demanda Léo d'une voix dure. « Du Conseil de Régence. Après l'attentat et votre disparition, un gouvernement temporaire a été formé. Il souhaite votre présence immédiate. Et si je refuse ?» Le capitaine Werner parut sincèrement confus. « Votre Altesse, vous êtes le baron héritier. C'est votre devoir. »« Je connais mes devoirs, capitaine, » l'interrompit Léo. « Mais je sais aussi qu'au sein du Conseil de Régence, il y a des traîtres. Comment puis-je être sûr que ces soldats n'ont pas été envoyés par ceux qui ont tenté de me tuer ?» C'est alors qu'un autre homme sortit de derrière les soldats. Il était plus âgé, avec des cheveux grisonnants et une présence qui commandait un respect immédiat. « Léopold, » dit-il d'une voix chargée d'émotion. « Mon garçon, Dieu merci, tu es vivant. » Léo pâlit. « Oncle Friedrich ?»« Oui, c'est moi. » L'homme, clairement de sang royal par ses vêtements et son port, s'approcha. « Quand nous avons su que tu avais survécu, je suis venu personnellement. Les conspirateurs ont été découverts et arrêtés. Marguerite est vengée. Tu peux rentrer en toute sécurité. » Léo regarda son oncle puis Joséphine partagée. Elle vit la lutte intérieure dans ses yeux. « Allez-y, » dit-elle doucement. « Votre peuple a besoin de vous, c'est votre devoir. Mais vous m'avez appris le courage, la dignité. Maintenant, c'est à mon tour de vous apprendre le sacrifice. Allez accomplir votre destin. » L'oncle Friedrich observait l'échange avec un intérêt croissant. « Qui est cette femme, Léopold ?» Léo se redressa. Quand il parla, sa voix avait l'autorité d'un baron habitué à être obéi. « Voici Joséphine Dubois. Elle m'a sauvé la vie, m'a caché quand des assassins me cherchaient, m'a enseigné le sens de la vraie noblesse. Et je l'aime. » Un silence choqué suivit cette déclaration. L'oncle Friedrich cligna des yeux plusieurs fois. « Léopold, tu ne peux pas être sérieux. Tu es le baron héritier. Il y a des protocoles, des attentes. »« Je renonce, » dit Léo fermement. « Au trône, au titre, à tout. Je ne retournerai pas en Valdonia en tant que baron. Mais j'y retournerai en tant qu'homme pour accomplir une dernière responsabilité. M'assurer que les conspirateurs paient
pour leurs crimes et que Valdonia est un dirigeant digne, après quoi j'abdiquerai formellement en faveur de mon cousin Charles et je reviendrai en France pour rester. Tu parles d'abdiquer du trône pour une couturière. L'indignation était claire dans la voix de Friedrich. Non, l'interrompit Joséphine en faisant un pas en avant. Il parle de choisir son propre destin au lieu d'accepter passivement ce que d'autres ont décidé pour lui. C'est la chose la plus noble que l'on puisse faire. Léo la regarda avec tant d'amour que Joséphine sentit son cœur déborder. « Joséphine Dubois, dit-il formellement en s'agenouillant devant elle, m'acceptez-vous pour époux ? Non pas comme un baron, mais comme un homme, comme un couturier, comme un père pour Isabelle, comme un compagnon pour tous les jours qu'il nous restera. » Joséphine regarda cet homme qui renonçait à un royaume pour elle et n'eut aucun doute. « J'accepte. » Le baiser qu'ils partagèrent fut observé par des soldats valdoniens bouche bée, par un oncle scandalisé et par Isabelle qui applaudissait avec un enthousiasme enfantin sans comprendre pleinement ce qui se passait. Dans les mois qui suivirent, Léo retourna effectivement en Valdonia, non pas en tant que baron fugitif, mais en tant qu'homme déterminé à rendre justice. Avec l'aide de son oncle Friedrich, qui finit par accepter sa décision, il démasqua les conspirateurs, les vit jugés et condamnés. Puis, lors d'une cérémonie officielle, il abdiqua du trône en faveur de son cousin Charles, qui devint le nouveau baron héritier. Pendant ce temps, Joséphine attendit. Elle travaillait, s'occupait d'Isabelle, et avait confiance que Léo reviendrait. Et il revint. 6 mois plus tard, Léopold Friedrich von Eisenberg retourna en France, non pas en tant que baron, mais en tant que Léopold Dubois von Eisenberg, le nom de famille de Joséphine ajouté au sien, symbolisant l'union qu'il avait choisie par-dessus tout. Ils se marièrent lors d'une cérémonie simple à l'église locale, en présence de toute la communauté d'Aix-les-Bains. Le père Michel, qui avait appris à respecter le courage de Joséphine, bénit leur union sans hésitation, et puis ils commencèrent à construire une vie ensemble. Une vie ordinaire, mais aussi extraordinaire. Lyon, 1896. La maison de haute couture, Dubois & von Eisenberg, occupait un élégant immeuble de la rue de la République, le cœur de la mode lyonnaise. Ces salons étaient fréquentés par l'élite de la société et l'on disait que ces robes rivalisaient avec les meilleures de Paris et que les techniques de broderie enseignées par Monsieur Léopold étaient sans égale en France. Joséphine Dubois von Eisenberg, à 35 ans, supervisait l'atelier principal ce samedi matin. Sa robe de soie vert émeraude, créée par elle-même, était à la fois élégante et pratique, lui permettant une liberté de mouvement pour travailler tout en transmettant la sophistication attendue de la propriétaire d'une maison de mode prestigieuse. « Maman, où veux-tu que je mette ces perles ?» Isabelle, maintenant âgée de 12 ans, tenait une robe de mariée en cours de confection. La jeune fille avait grandi, belle et talentueuse, avec le même regard vert que son père biologique, mais la détermination et la grâce de sa mère. Sur le corsage, en formant le motif de feuilles que j'ai dessiné. Tu te souviens comment faire ? « Oui, maman. » Isabelle s'assit à la table de travail avec des gestes confiants. À côté d'elle, Marine, 7 ans, et Sophie, 5 ans, les 2 filles que Joséphine avait eues avec Léopold, jouaient avec des chutes de tissu, créant des vêtements pour leurs poupées. Léopold entra dans l'atelier depuis le bureau du fond, quelques contrats à la main. À 41 ans, ses cheveux blonds foncés commençaient à grisonner sur les tempes, ce qui ne faisait qu'accentuer la distinction de ses traits. Il portait maintenant des lunettes pour lire, une concession à l'âge qu'il acceptait avec humour. « Les importateurs français ont confirmé, » dit-il à Joséphine. « Ils vont nous fournir le crêpe de Lyon en exclusivité pour la région. »« Excellent !» Joséphine se leva pour l'embrasser rapidement. Après 9 ans de mariage, ce genre d'affection spontanée était aussi naturel que de respirer. « Et j'ai reçu une lettre de Valdonia, » ajouta Léopold plus sérieusement. Oncle Friedrich est décédé paisiblement dans son sommeil. Joséphine lui toucha le bras, compréhensive. Même si Léopold avait choisi une nouvelle vie, Valdonia faisait toujours partie de ce qu'il avait été. « Il était fier de vous à la fin ?» demanda-t-elle doucement. « Il l'était.
Il a dit dans sa dernière lettre que j'avais fait le bon choix, que Charles est un meilleur baron que je ne l'aurais jamais été, parce qu'il désire la couronne. Moi, je ne l'ai jamais désiré. Et vous ne regrettez rien. Léopold regarda autour de lui l'atelier prospère, ses 3 filles travaillant et jouant, la femme qu'il aimait. Il sourit. Pas une seule seconde. Plus tard ce jour-là, lorsque l'atelier ferma et que la famille dînait dans l'appartement au-dessus de la boutique, Isabelle posa une question que Joséphine et Léopold savaient depuis longtemps qu'elle viendrait. « Papa Léo, c'est vrai que tu étais un baron ?» Les 2 autres filles s'arrêtèrent de manger, les yeux écarquillés. C'était quelque chose qu'elles entendaient parfois de la part des clientes, mais leurs parents ne le confirmaient jamais directement. Léopold échangea un regard avec Joséphine. Elle acquiesça. C'était le moment de la vérité. « Oui, dit-il, je suis né baron d'un petit royaume appelé Valdonia. »« Alors pourquoi es-tu ici au lieu d'être dans un château ?» demanda Marine. « Parce que j'ai appris que les titres ne font pas la personne. Des gens méchants peuvent être des barons. Des gens bons peuvent être des couturiers. Et j'ai choisi d'être bon avec les gens que j'aime, plutôt que puissant avec ceux que je n'aimerais jamais. Et tu n'es pas triste de ne plus être un baron. » Sophie, la plus jeune, avait les yeux inquiets. Léopold prit les mains de Joséphine sur la table. « Vous savez ce qui me rend le plus heureux au monde ?» Les 3 filles secouèrent la tête. « Me réveiller chaque jour en sachant que j'ai choisi ma propre vie. Que votre amour et celui de votre mère ne sont pas des devoirs de cour ou des obligations politiques, mais des sentiments vrais. Que lorsque je couds une robe, je le fais parce que j'aime le métier, pas parce que je dois maintenir les apparences. Ça, mes filles, ça vaut plus que n'importe quel trône. » Isabelle, qui à 12 ans commençait à comprendre les complexités du monde, sourit. « Alors, tu as échangé une couronne contre une aiguille et du fil. »« J'ai échangé une couronne en or contre une vie dorée, » corrigea Léopold. « C'est une grande différence. » Plus tard, quand les filles dormaient et que Joséphine et Léopold s'apprêtaient à se coucher, elle le trouva dans le salon, tenant le mouchoir de soie avec le blason valdonien, celui qu'elle avait trouvé la première nuit, maintenant encadré sur le mur. « Vous pensez au passé ?» demanda-t-elle. « Je pense à la façon dont le passé nous a menés jusqu'ici, » répondit-il. « Une tempête, une femme courageuse, une décision de cacher plutôt que de livrer. Si un seul de ces éléments avait été différent, mais ça n'a pas été le cas. C'était exactement comme ça devait être. » Léopold l'attira dans ses bras. « Vous savez ce que ce mouchoir représente pour moi maintenant ?»« Quoi ?» ?»« Pas un blason de noblesse perdue, mais un symbole de nouveau départ, de la façon dont les choses les plus précieuses peuvent naître des situations les plus improbables, de la façon dont la vraie valeur d'une personne réside dans le courage de recommencer, pas dans les titres qu'elle porte. » Joséphine regarda le mouchoir encadré, pensant à tout ce qu'ils avaient vécu, une couturière veuve et un baron blessé, une modeste maison à Aix-les-Bains et un empire commercial à Lyon. 3 filles, une vie prospère, un amour qui avait défié les conventions sociales et les attentes du sang royal. « Vous savez ce que je pense ?» dit-elle en posant sa tête sur son épaule. « Quoi ?»« Que vous avez toujours été noble. Le trône vous empêchait seulement de le montrer. Le lendemain matin, le travail recommencerait. Des robes seraient cousues, des broderies créées, des clientes servies. Isabelle enseignerait des techniques à Marine, qui les enseignerait à Sophie le moment venu. La maison Dubois & von Eisenberg continuerait de croître, sa réputation d'excellence se répandant dans toute la France. Mais cette nuit-là, sous le mouchoir encadré du blason valdonien, Léopold et Joséphine se tenaient simplement l'un contre l'autre, 2 survivants de tragédies qui avaient trouvé la guérison l'un en l'autre, 2 personnes qui avaient appris que le véritable amour ne se plie pas aux pressions sociales ou aux attentes extérieures, mais grandit dans les petits gestes, les choix quotidiens, le courage de construire quelque chose de nouveau sur les cendres de ce qui fut. La tempête qui avait amené Léopold à la porte de Joséphine cette nuit de 1887 avait tout changé,
Mais ce n'était pas la tempête qui avait créé l'amour entre eux. C'était le choix, répété jour après jour pendant 9 ans, de se choisir mutuellement, par-dessus toutes les autres options. Et tandis que Lion dormait au dehors, à l'intérieur de cet appartement, au-dessus de la maison de haute couture, une famille reposait. Une famille construite sur les nouveaux départs, le courage et la compréhension profonde que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans les titres qu'elle porte, mais dans l'amour qu'elle choisit de cultiver. Le baron blessé avait été caché par une jeune couturière, et ensemble, ils avaient bâti un royaume bien plus précieux que n'importe quelle couronne n'aurait pu l'offrir.